Il était dans son lit, trempé de sueur, tous les cheveux mouillés, le maillot de corps trempé. J'en profite pour dire un petit bonjour à ma belle-sœur qui a accouché et aussi à ma sœur. Deux petits neveux en 2 jours. Alors, Vivement la fin pour que je prenne la planche à voile et puis j'aille faire un tour. Bon, d'accord. Hinault, Lehmann, Fignon, on les connaît, vous les connaissez. Mais lui, le maillot jaune, Jørgen Pedersen le Danois, qui est-il? Que fait-il? Quelle ambition a-t-il? Vous Vous savez, c'est vraiment plus que je n'aurais jamais osé espérer. Tout est neuf pour moi et j'avoue qu'être en jaune, c'est tout simplement fabuleux. Jørgen Pedersen est d'autant plus heureux qu'il conserve le maillot jaune après le terrible contre-la-montre de Nantes. Pas mal pour l'un des 20 professionnels seulement danois du cyclisme. Mais à Nantes, les Basques annoncés à Bayonne sont déjà là. Des Basques pacifiques, c'est la fête à Ruiz Cabestany, Lejarreta, Etxave ou Esperza. Ils sont en train de faire une tournée en Bretagne. Alors ils ont profité qu'il soit là le départ du Tour de France pour venir nous encourager, pour venir chanter avec nous et nous rappeler notre terre. Non? Mais sur les routes du Tour, on fête déjà le 14 juillet. D'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde est fatigué. Ils ont tous le contre-la-montre dans les jambes. Il faut se refaire une santé, flâner un peu, bref, détendre les organismes. Tout cela fait bien l'affaire du maillot jaune. Pedersen peut lui aussi récupérer sans être inquiété. Le peloton s'amuse, alors l'Espagnol Sarapio en profite pour tirer sa révérence au kilomètre 60. Bago a senti le bon coup, il rejoint Sarapio. Les Fagors veulent des victoires d'étape à défaut du maillot jaune. On veut fatiguer un petit peu les coureurs. Et nous essayons de tout faire depuis le départ du Tour, attaquer. Et je pense que pour l'instant, ça réussit pas trop mal. Pas mal du tout même. Jean-Claude Bago veut toujours sa victoire d'étape. Il se lance dans un effort solitaire de 120 km. Autrement dit, Bago, c'est 2 contre-la-montre en 48 heures. Jean-Claude Bago, 27 ans, 4e du Dauphiné libéré cette saison, né à Saint-Hilaire-du-Harcouët, évadé entre Nantes et Poitiers. Avec lui, pour prendre les relais, Ángel José Sarapio, un Espagnol de 26 ans, coéquipier d'Etxave. Les deux hommes connaissent leur avance lorsqu'ils arrivent au ravitaillement. 9 minutes et 2 secondes, le peloton n'a pas réagi, mais il reste tout de même 80 km avant l'arrivée, donc trop tôt pour savoir si l'échappée ira jusqu'au bout. Mais Bernaudot s'en charge. L'idéal, c'est d'avoir une présence en tête de toute l'équipe pour impressionner un petit peu l'adversaire, pour lui couper un petit peu l'envie d'attaquer. Et pendant 20 km, ça a bien attaqué, mais ensuite ça s'est calmé. Un peloton qui se calme, mais un peloton toujours aussi important. 191 coureurs encore aujourd'hui et des chutes pratiquement inévitables. Un ralentissement qui profite en tout cas à Bago et Sarapio qui voient le bout du tunnel. 7 minutes 30 d'avance à moins de 35 km de l'arrivée, mais au lieu de réduire un peu l'allure, eh bien Bago assure le train sans faiblir. C'est sans doute là l'erreur et c'est Sarapio qui s'adjuge la victoire d'étape avec 2,42 d'avance. Bago
s'est fait avoir comme un bleu. Bon, Sarapio passait pas, mais bon, j'avais rien à faire, il passait pas. Si je roulais pas, on se faisait revoir. Les classements, Sarapio devant Bago, donc Van der Arden remporte le sprint du peloton. Au classement général, Pedersen est toujours maillot jaune. C'est Pellier, cette fois le dauphin, à 1,03. Les favoris, Lemon est à 1,59, Fignon à 2,44, Herrera à 8,21. Aujourd'hui, le Tour a vécu sa plus longue journée. Poitiers-Bordeaux, 258 km 500. Interminable pour un 14 juillet, jour de Qu'est-ce fête que c'est que nationale. le 14 juillet? C'est le jour de Bastille. Je sais pas. Si tu m'excuses, hein? C'est les libérations des Français. Des Parisiens qui ont attaqué le Bastille pour avoir des armes, je crois. Tous sur votre vélo et en avant tête gauche par exemple. Bien mon colonel, et que le peloton se tienne bien jusqu'à Bordeaux. Seulement voilà, il y a des petits tirs au flanc. 15 discothèque, comment on dit, les fous dans le... Feu d'artifice. Oui. Avant la montagne, mais vous êtes fou. Oui, un Vous peu. êtes complètement fou avant la montagne. Oui. Vous avez le droit de faire ça? Oui, sûrement, c'est notre équipe qui organisait. Ah bon? Non, j'ai plaisante. Et si Lemon n'a pas peur des sanctions, d'autres préfèrent le zèle. Mais attention, il y a là aussi des provocateurs dans le peloton. C'est la spécialité par exemple du Suisse Robert Dilbundi. Les autres ont un chronomètre dans la tête et surtout le classement général. Il faut engranger les secondes avant de les reperdre dans la haute montagne. À ce petit jeu, les plus forts s'appellent Van der Velde, Plankert, Van der Arden, Contini, Solveld et Pellier. Explication entre routiers pendant 50 km. Pas de quoi inquiéter l'état-major du peloton, un peloton qui flâne. Chanietz, lui, a besoin de solitude, alors il faut prendre de l'avance. On n'a jamais roulé aussi vite avant la montagne. Décidément, ce peloton qui rattrape le Britannique au lasso est un peloton renversant. Un peloton qui ne s'est pas accordé une seconde de répit depuis Paris. Alors, tous ces muscles passeront-ils la montagne? La révolution est peut-être en marche. Bon, on va essayer de la faire. Oui, c'est la dernière étape là, ce qui va permettre à beaucoup de s'exprimer une dernière fois avant demain où le tour va vraiment commencer. Comme des fous à quelques heures de la montagne, je n'y comprends plus rien. Il y a deux raisons. Il y en a une générale, c'est qu'en roulant la caisse à 50 à l'heure, on réduit les chances d'échapper. Et que tout le monde préfère se réserver le sprint final. Bon. Et puis il y a une autre raison, cette année, c'est qu'il y a Herrera. Et que s'ils avaient pu le lâcher et lui prendre 10 minutes, ça aurait arrangé et Fignon et Hinault. Et je crois même que c'est la seule chose sur laquelle Fignon et Hinault sont d'accord. En tout cas, lorsque le peloton franchit la Dordogne, personne ne s'écarte des lois en vigueur. Alors, on prend son plaisir dans les catchs. Et en réalité, Bordeaux veut imposer sa tradition, une arrivée somptueuse au sprint comme l'an passé. Eh bien non, Van der Arden, le maillot vert, ne sera pas sacré roi du sprint en Aquitaine. L'échappée décisive part à quelques kilomètres de l'arrivée. 13 candidats pour la victoire du 14 juillet. Les artificiers ont 40 secondes d'avance à 10 km de l'arrivée. Il y a Criquelion, Nulens, Yates, Edmond, Lele, Biondi ou Danens. Et pendant que Beccia chute, vous l'avez vu, le Belge Rudy Danens attaque. Le coéquipier de Criquelion résiste et gagne cette 11e étape devant Hermans, Biondi, Yates et Lele. Van der Arden, le maillot vert dispute bien le sprint, mais le sprint du peloton, remporté par Gutiérrez, qui arrive avec 30 secondes de retard. Les coureurs avaient tout de même 3 quarts d'heure d'avance sur l'horaire. Les spécialistes ont failli se faire surprendre.
en disant bah, puisqu'ils arrivent à 4h30, ça va tout seul. Puis là-dessus, on apprend qu'à 3/4 d'heure, 1 heure d'avance, on a mangé alors plus que sur le pouce avec un lance-pierre. On a foncé et à 2 minutes près, je les ratais. Alors on est arrivés presque ensemble, mais je reconnais qu'ils avaient beaucoup plus de mérite que moi. Ah, monsieur le maire, le peloton a roulé avec un lance-pierre. Les classements, l'étape à Danens devant Hermans, Biondi est 3e, bravo. Au classement général, Pedersen est toujours en jaune, Pellier est second à 1 minute, Roche 3e à 1,05. Les favoris maintenant, Hinault est à 1,10 de Pedersen, Zimmermann, Lemon, Millard et Fignon sont à moins de 3 minutes avant les Pyrénées. Ah, j'oubliais aussi, ce soir, la fête, pas la révolution. Un démarrage en trombe de Bernard Hinault. Laurent Fignon dans sa roue, le duel des favoris fait exploser le peloton. C'était en 84, on ne se quittait pas, personne ne résistait à nos attaques, mais ce matin, Laurent, j'ai bien peur que l'attaque décisive soit portée par les Colombiens. Hinault ne peut s'empêcher de penser à Herrera au pied des Pyrénées. Pourtant, ce n'est pas aujourd'hui qu'Herrera veut frapper, expliquent les journalistes colombiens. Aujourd'hui, c'est une étape d'observation. On va être tranquille. Herrera n'attaquera pas. Il va chercher à observer l'adversaire. D'accord, Herrera attendra, mais il y a au départ des regards qui indiquent la gamberge. On pense au premier grand col. Au fait, comment s'appelle-t-il ? Col de Burdin-Utrecht. C'est le col de Burdin. Oh là là, c'est compliqué. Ça m'inspire rien, mais j'ai cru lire que ça voulait dire la croix de fer en basque. Burdin-Utrecht. On verra bien quand on sera là-haut. On verra plus clair. Hinault aurait-il une idée derrière la tête? En tout cas, il y a des ambitieux. Roberto Pagnini, l'italien par exemple, qui sort du peloton dès les premiers kilomètres. Pagnini prend 1 minute et 11 secondes d'avance. Mais il est rejoint très vite par un groupe qui crée la première brèche décisive. Et dans ce groupe, il y a 3 coéquipiers de Bernard Hinault, Rutiman, Steve Bauer et Jean-François Bernard. Jean-François Bernard qui accomplit le premier travail de sape. Il faudrait quand même pas que ça prenne 20 minutes, mais on arrive dans la partie difficile, je pense qu'il va y avoir des réactions derrière tout de suite. 13 coureurs qui comptent 4 minutes 45 secondes d'avance au pied du col du Burdineo Rucheta, c'est comme cela que l'on dit. 8 km d'ascension pour Pinsec, Caritou, Grewal l'américain, Ducrot et Rutiman notamment. Derrière, la première action est menée par Bernard Hinault en personne qui compte 3,30 de retard sur les 13. Hinault et Criquelion qui emmènent les favoris, les Jareta, Millard, Lemon, Herrera, Amstin et Zimmermann. Tous les favoris sauf Laurent Fignon. Laurent Fignon qui accuse encore une défaillance. Fignon qui peine à près de 3 minutes derrière Bernard Hinault. Et au passage au sommet, c'est Pinsec qui est en tête devant l'étonnant Grewal et Eric Caritou. Hinault et Criquelion montent au train à bonne distance des premiers, tandis que Laurent Fignon, lui, ne trouve décidément pas les ressources pour revenir sur Hinault et les favoris. Cyril Guimard, tous les favoris sont devant, tous ou presque, il manque que Laurent Fignon encore. Oui, Laurent qui a très mal passé le Burdin Rucheta et qui n'est, je dirais, pas dans un grand jour, et je crois que ça confirme le contre-la-montre. Le contre-la-montre qui pèse aussi dans les jambes de l'Irlandais Stephen Roche. Je savais qu'avec une bonne semaine d'entraînement avant le tour, que ce que j'ai fait dans la première semaine, c'était trop beau. Et les montagnes, ça se présente un autre problème. De faire mieux, parce que je pensais qu'aujourd'hui c'était pas si dur que ça, mais c'était en effet très difficile avec les chaleurs en plus que j'ai pas l'habitude. Pas l'habitude non plus le Danois Pedersen, porteur du maillot jaune depuis 5 jours. En difficulté avec lui, le maillot vert d'Eric van der Arden. Et puis le roi du sprint volant, Gerrit Solveld.
Des maillots qui brillaient sur le plat, souvenez-vous, et qui masquent aujourd'hui la souffrance des grands rouleurs. Régis Simon, lui, n'est plus le meilleur grimpeur. Devant, Amsteen prend le relais d'Hinault à la poursuite des échappés. Hinault est le visage de la détermination. Au col de Bagargui, Hinault a 1,45 de retard sur Pinsec, Carito et Bauer toujours en tête, mais il y a aussi avec Hinault Herrera en bonne position. Et lorsque les échappés arrivent au premier ravitaillement, Hinault est déjà là avec Criquelion. C'est la jonction. Mais pas de temps mort, Chozas l'Espagnol redémarre, suivi immédiatement par Jean-François Bernard qui a encore de l'énergie décidément, et Bernard Hinault dans sa roue. Hinault et Jean-François Bernard qui réussissent à recoller à l'Espagnol. Ils sont 3 plus 1, le voilà, Pedro Delgado qui a décidé lui aussi de tenter sa chance. 4 qui prennent 1 minute d'avance sur les poursuivants, Lemon, Herrera, Criquelion et Pinsec. Chozas a présumé de ses forces, il lâche prise avant le deuxième col. L'ascension du col de Marie-Blanque se fait donc à 3. Jean-François Bernard, toujours là. Pedro Delgado l'Espagnol et Bernard Hinault en tête. Mais Jean-François Bernard n'a plus l'énergie pour suivre Hinault. Coup de chapeau quand même à Jean-François Bernard pour son premier Tour de France. Delgado et Hinault continuent seuls avec Herrera, Lemon, Millard à leur poursuite. Herrera qui fournit un gros effort aujourd'hui. Alors que devant, Hinault et Delgado passent le col de Marie-Blanque avec presque 4 minutes d'avance sur ce groupe de poursuivants. Et Laurent Fignon, oui, où est Fignon? Loin derrière. Fignon, lui, n'a plus que l'ivresse de la douleur pour seule compagne. C'est tout à fait normal qu'il subisse un peu la course aujourd'hui, surtout une course très dure. Je sais que le Tour 84 que j'ai fait face à lui était quand même nettement moins dur qu'aujourd'hui, que celui de cette année. Et depuis le début de la course, le Tour a été très animé, a roulé très vite, il n'y a pas eu de moment de repos. Et aujourd'hui, on est arrivé dans la montagne et ça s'est passé très vite dès le départ. Alors, où Bernard Hinault a-t-il caché, lui, la fatigue des étapes du plat? Sans doute derrière un sentiment que nul ne peut égaler dans le peloton. Derrière, avec 4 minutes 30 de retard sur Hinault, Lemon essaie pourtant de lâcher Herrera. Mais cela, c'est loin derrière la démonstration que sont en train de faire devant Hinault et Delgado. Hinault-Delgado, Delgado-Hinault, Hinault en tête, unis dans l'effort jusqu'à l'arrivée. Hinault en jaune, alors Delgado peut s'offrir la victoire d'étape, ça c'est l'image. Mais Delgado qui n'oubliera pas le geste d'Hinault, comprenez dans l'avenir et dans les Alpes, ça c'est la diplomatie du maillot jaune. Les classements, Delgado l'emporte donc à Pau devant Hinault, Lemon est 3e à 4,37. Au général, Hinault est en jaune et fait totalement le ménage. Lemon est à 5,26, Herrera à 11,56, Fignon à 12,43. 3 hommes, 3 temps forts aujourd'hui entre Pau et Super-Bagnères. Dominique Arnaud, 2 ascensions, seul en tête. Bernard Hinault, la locomotive de Greg Lemon. Enfin, Greg Lemon, la démonstration américaine. 3 temps forts au terme d'une journée qui commence par un coup dur pour la bande à Guimard. Ce coup dur, c'est Fignon, bien sûr, Fignon qui abandonne à Pau avec 39 de fièvre. Les visages de l'équipe de Fignon en disent long.
Il était dans son lit, trempé de sueur, tous les cheveux mouillés, le maillot de corps trempé. Il pouvait absolument pas bouger. Je vous assure que... Bon, il n'a pas le moral, mais je crois que nous non plus d'ailleurs. Mais ça va passer, je crois que dès que le départ va être donné, on va retrouver le moral. Il faut toujours avoir cette envie de gagner, sinon c'est pas la peine de venir. Il disait qu'il jamais il abandonnait de course. Et là, je suis un petit peu surpris de sa décision quand même. Est-ce que sans Laurent Fignon, le Tour est gagné pour la légère? Pour nous, ça n'a rien changé. Je pense qu'après l'étape d'hier, je pense que Laurent Fignon n'avait plus, la capacité de revenir pour gagner le Tour. Le Tour sans Fignon, mais avec des coureurs qui ont toujours autant d'appétit. Ainsi, dès le 2e kilomètre, l'attaque du numéro 72. Dans le peloton, il y a des coups de poker comme cela avant la montagne. Ainsi, ce matin, Dominique Arnaud, qui évolue dans une équipe espagnole, a décidé de partir seul avant le Tourmalet. Il a presque 13 minutes d'avance. C'est un ancien coéquipier de Bernard Hinault. Alors peut-être que le peloton va carrément le laisser s'échapper dans le Tourmalet. Dominique Arnaud, du courage à revendre, avec 11 minutes d'avance dans le Tourmalet et 9 minutes au sommet. Et derrière c'est encore Hinault et tous les grimpeurs qui écartèlent littéralement le peloton. Arnaud, lui, file à toute allure vers son 2e col, l'Aspin. Les lâchés maintenant, lâchés par le groupe Hinault bien sûr. Rutiman, il y a aussi Charlie Mottet et Stephen Roche. Stephen Roche, l'Irlandais, encore en difficulté et sous une chaleur plus forte qu'hier. En difficulté aussi, Pascal Simon à la recherche de force. Par rapport à nous, c'est vraiment un travail titanesque et quelque chose de faramineux. Dans l'ascension du col d'Aspin, Arnaud est toujours seul. Mais Hinault l'infatigable a lâché les grimpeurs. Hinault à la poursuite d'Arnaud. Hinault qui bosse pour son ami américain. Il travaille 110% pour les montes parce qu'il fait travailler tous les autres adversaires de notre équipe pendant que c'est lui qui fait le gros du travail. Et les montes et les autres équipiers, Rutiman, Amsten, ils peuvent, comme on dit, fumer la pipe. Voilà. Hinault au service de ses coéquipiers, d'accord. Mais Hinault qui a aussi tout à gagner en haut du col d'Aspin. Il remporte le Tour s'il va au bout. Et c'est dans la descente vers Haro qu'Hinault rejoint Arnaud. Arnaud qui a couru seul en tête pendant 130 km. Et Hinault en profite, lui, pour récupérer, se réhydrater. C'est important dans la montagne. Et Hinault qui passe Arnaud sans un regard. Hinault qui va attaquer seul le col de Perresourde. Arnaud, quant à lui, est absorbé par le peloton. Hinault est donc parti devant. Mais attention, Herrera, Lemon, Millard, Zimmermann et Amsteen ont décidé de reprendre Hinault, qui n'est plus qu'à 1,22 devant. Derrière, loin derrière, sans Fignon, il y a Yvon Madiot, le nouveau leader de Cyril Guimard. Est-ce que les systèmes U vont courir pour un leader? Bien, on a déjà Yvon Madiot, je crois que ça suffit largement pour nous. Devant, à la poursuite d'Hinault, c'est Zimmermann qui tente de partir sur les pentes de Perresourde. Rien à faire, Herrera et Lemon sont dans sa roue. Un effort pour rien en quelque sorte, puisque Hinault est rejoint dans la descente vers Luchon par ses grimpeurs.
Alors, au pied du dernier col, il y a une conférence. Mieux, il y a cohabitation Hinault-Lemon. Mais ça a toujours été la cohabitation. Il n'y a jamais eu de mésentente entre nous. La preuve. La preuve, elle va se faire dans la montée vers Super-Bagnères. Hinault, sans doute fatigué aussi, laisse partir Lemon. À lui de jouer maintenant, à Lemon de jouer, c'est du tableau noir. Hinault, grand seigneur. Désormais, entre Luis Herrera, Greg Lemon, Urs Zimmermann, c'est chacun pour soi. Seulement voilà, la menace, elle est américaine. Alexis Grewal, étonnante vitalité, n'est pas loin. Et surtout, Andrew Amsteen, frais comme un gardon. Et pour cause, regardez, Amsteen place un démarrage superbe. Et au moment même où on attend une réaction, celle de Luis Herrera par exemple, eh bien Herrera a un problème. On l'attend, cette réaction d'Herrera. Eh bien non, regardez, il s'arrête. On pense à un problème mécanique. Lucho lève le bras, c'est peut-être cela. Tu as crevé, Lucho. Non, j'avais tout simplement des crampes. Je ne pouvais rien faire, je vous assure. Herrera qui perd du terrain, mais Lemon qui laisse sur place cette fois Zimmermann et Millar. C'est la démonstration américaine. Amsteen, Lemon en tête à quelques kilomètres de l'arrivée. Et puis Amsteen a lui aussi sa défaillance. C'est une course contre la montre par élimination. Lemon est le plus fort aujourd'hui. Lemon qui laisse Amsteen et qui se détache irrésistiblement vers l'arrivée. L'ancien champion du monde gagne l'étape mais laisse le maillot jaune à Hinault pour 40 secondes. En somme, Greg Lemon pour une super bannière étoilée. Les classements, Millar prend la deuxième place à 1,12 de Lemon. Et au classement général, Hinault est toujours en jaune, mais Lemon est à 40 secondes. Luchon ce matin, visiblement, on n'a pas très envie de repartir. Il faut dire que la cure de haute montagne pèse dans les jambes. Nathalie Caritou, elle, se fait d'ailleurs quelques soucis pour son grimpeur de marée. Je le trouve un peu amaigri et très fatigué. Et il a un rhume, et puis voilà, autrement il a l'air d'avoir le moral, ça va. Bref, ce matin, le peloton semble décidé à opérer une sorte de trêve, car dans les Pyrénées, certains ont laissé des forces. Certains comme Bernard Hinault, qui a peut-être eu les yeux plus grands que le ventre. Mais la légende, c'est inutile de l'écrire tous les jours, une seule fois, ça suffit. En tout cas, Hinault est parti, Jean-François, et les petites scènes de l'arrière du peloton commencent. Alors là, qu'est-ce qui se passe par exemple ? Là, vous savez, je pense que Bernard avait dû se faire piquer par quelque chose et il était allé voir le docteur. Et là, on voit l'arrière du peloton, là, il y a eu une petite attaque juste au départ, mais après tout le monde est rentré. Alors, ça roule un petit peu plus fort derrière, mais devant, par contre, aujourd'hui, c'était quand même calme. On n'avait pas trop envie de rouler vite. Non, mais je pense que tout le monde est très fatigué au bout de déjà 12 jours de course. Alors à quoi on pense ? Comment peut-on récupérer dans un début d'étape comme ça ? On pense surtout à emmener des petits braquets pour avoir le moins possible aux jambes. Voilà, ces jambes qui ont donc beaucoup souffert dans les Pyrénées, alors certains en profitent pour passer des messages perso. J'en profite pour dire un petit bonjour à ma belle-sœur qui a accouché et aussi à ma sœur. Deux petits neveux en 2 jours, alors toutes mes félicitations. Alors j'en profite pour dire bonjour à ma femme aussi et un gros bisou à mon petit Giovanni. Voilà, Bernaudot est rassuré et Castin continue à faire le pitre. Et Castin, de toute façon, j'ai toujours dit, il était très fort pour faire le clown. Il serait bien au cirque. Alors, les choses sérieuses commencent quand même dans la côte de Serre, au kilomètre 50, où là, c'est Brun, Gilmas et Winterberg qui partent.
Oui, c'est ça. Et moi, je suis rentré sur un contre avec Madio juste après. Voilà Madio à l'image et je crois que précisément au kilomètre 60, ce groupe revient sur les échappées. Alors fallait pas laisser partir, il y avait notamment Roche dans ce groupe. Oui, je pense qu'il y avait des gros morceaux dans ce groupe et vous savez, même si on est à 20 minutes, il y a encore les Alpes et derrière ça a roulé très fort. Et Bernardo, il est toujours là, il est jamais loin. Hein. Oui, vous savez, tout le monde roulait, mais là je vois que Alain Vigneron, même Bernard Hinault, contrôle bien derrière. Alors en fin de compte, tout le monde s'est regroupé. Oui, c'est ça, c'est rentré une petite bordure derrière d'une quinzaine d'hommes juste sur nous. Là. C'était prévu que Lemon gagne le sprint catch qui suit. Bon, il n'y avait rien de prévu, vous savez, toutes les bonifications sont bonnes à prendre et Greg a choisi la chance et il l'a fait sans problème. Il n'y a qu'à regarder le classement pour voir que l'intervention des Américains, des Canadiens, des Colombiens a modifié totalement le paysage et la vision du Tour de France. Surtout que ces gens apportent des notions nouvelles, des énergies nouvelles, des conceptions nouvelles et qui prennent sans doute plus de risques. Alors Jean-François, vous êtes d'accord avec ce que dit Jacques Godet là? Oui, je pense que je suis d'accord avec Jacques Godet. Vous savez, avec tous les nouveaux coureurs de toutes les nations qui viennent, le Tour bouge beaucoup plus que d'habitude. Bon, alors là, c'était un petit peu l'hors d'œuvre, mais les choses sérieuses commencent, je crois, qu'entre Lavenne, Hagedorn et Paul s'en vont. Oui, les choses sérieuses ont commencé à ce moment-là, mais vous savez, il y avait déjà eu avant un contre où on était deux de la Viclaire devant. Notre tâche était d'être toujours devant dans toutes les échappées. Je crois qu'aujourd'hui, ça a réussi avec Niki qui a gagné l'étape. Alors, Niki Rutiman va gagner, mais au kilomètre 91, l'échappée décisive, Jean-François. Oui, l'échappée décisive. Vous savez, il y a eu beaucoup d'attaques et au dernier moment, c'est parti 4 coureurs. Tout le monde en avait un petit peu marre et ils sont partis sans trop de problèmes. Alors, comment fait-on dans une masse pareille pour reconnaître un coureur qui n'est pas dangereux au général? Et vous savez, il faut toujours être devant et il n'y a que comme ça qu'on voit les coureurs qui sont dangereux ou pas. Alors, précisément, il y a Niki Rutiman, le numéro 8, votre coéquipier. Il y a Christophe Lavenne. Il y a également Pouls et Hagedorn. Et ce n'est pas par hasard si l'on retrouve un système U, c'est-à-dire Christophe Lavenne, car Motet l'avait dit ce matin, les systèmes U vont tout essayer. On essaye toujours de faire la course quand on peut et je pense qu'aujourd'hui, si on peut essayer d'aller gagner l'étape, on s'en privera pas. Alors c'est alors que l'avance ne cesse d'augmenter. Alors est-ce que ce sont les 4 qui ont bien roulé ou le peloton qui a carrément laissé partir? Je pense qu'il y a les deux. Hein. Les 4 ont surtout bien roulé. Bon, nous, le plus dangereux pour nous, c'est Niki Rutiman, étant donné qu'il est dans notre équipe, ça ne posait pas de problème pour nous. Alors les 4 échappés prennent donc d'abord une 16, 5 minutes 28 au catch de 5 fois et à 20 km de l'arrivée, ils ont 8 minutes. Le peloton vraiment tranquille aujourd'hui. On cherchait vraiment à récupérer. Oui, je pense que tout le monde avait mal aux jambes et aujourd'hui, on pensait plus à une chose, c'est déjà aux hommes. Alors, Niki Rutiman, le numéro 8, c'est lui, il nous prépare un coup. Ce coup-là, c'est sa sortie pour filer vers l'arrivée. Mais auparavant, 2 hommes viennent s'intercaler. Poligny et De Vos, pas dangereux non plus. Non, pas du tout dangereux, surtout que c'était pas tellement loin de l'arrivée et pour nous, c'était pas du tout un problème. Alors, on arrive à la séquence importante, la sortie de Niki Rutiman qui va attaquer par derrière. Alors, expliquez-moi comment on fait. Vous savez, je pense que Niki a très bien joué. Ils ont dû attaquer chacun leur tour. Et quand ils ont été chercher chacun leur tour, Niki a placé un compte de derrière. Très bien joué. Mais vous savez, Niki, c'est un bon coureur et il est très intelligent pour ça. Alors Niki, ses qualités? Les qualités de Niki, je pense que c'est surtout grimpeur. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, il a pris confiance en lui. Tiens, Jean-François Bernard, vous vous plaisez sur le vélo? Oui, bien sûr. Et là, on le contrôlait un petit peu pour juste la fin d'étape, pour protéger Bernard. Voilà, victoire de Rutiman qui l'emporte avec 32 secondes d'avance sur Lavenne. Décidément, le Tour, ça bouge. Intéressant quand même. Pas un peu public, mais pour un peu coureur, c'était très fatigant. Fatigant et les classements, donc victoire d'étape pour Rutiman devant Lavenne, Paul Hagedorn. C'est Van der Arden qui gagne le sprint du peloton à 8 minutes. Au général, Lemon reprend 6 secondes à Hinault qui reste en jaune. Pour le reste, position inchangée. Les favoris, et Jean-François Bernard, on vous a mis dans les favoris. Vous êtes quand même à 25 minutes 31 d'Hinault. Herrera, lui, est à 9 minutes 08. On va voir tout cela dans les Alpes. Ça pourrait encore changer. Oui Patrick, le vent ennemi du jour du peloton, le vent qui offre ce genre d'image, mais cela, nous y reviendrons un peu plus tard. Car les coureurs pensent à autre chose qu'au Tour de France. Et on va s'en apercevoir, ils pensent à autre chose car ils lisent. Alors messieurs, que se passe-t-il dans l'actualité ces jours-ci? Je sais qu'il y a eu un attentat au Pays Basque, enfin les Basques ont fait un attentat il n'y a pas longtemps. Sinon j'ai suivi un peu le sport, je sais qu'il y a un cycliste français junior qui a été champion du monde. Je sais qu'il y a des petits problèmes avec Chirac et Mitterrand pour la privatisation de certaines sociétés. Je vis pour le moment un petit peu dans un autre monde, mais je crois qu'on est très nombreux sur ce tour.
On n'a pas de temps de regarder quoi que ce soit parce que le soir on arrive tard dans l'hôtel, on doit dormir parce que les étapes sont tellement difficiles. On doit récupérer, on doit aller au massage, on doit faire notre lave-vaisselle, après on doit aller manger, puis après on doit dormir. Le matin on se lève, on doit manger, on doit préparer les affaires, puis en voiture pour aller au départ. On arrive au départ, on parle avec les journalistes. Eux ils nous disent parfois, s'ils ont le temps, de nous dire voilà, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça. Mais par ça, je ne sais rien de tout. Ah, quelle galère ce Tour de France, des kilomètres et des kilomètres sur les routes de France et des coureurs complètement excités avec des attaques insolentes dès le départ. Des échappées à contrôler en permanence, à croire qu'il y a un véritable turbo caché dans le peloton, un super moteur hollandais par exemple, Gerrit Solveld en rouge est toujours le premier dans les sprints à bonification. Des abandons dus bien sûr aux Pyrénées, mais aussi parce que le Tour est très rapide depuis le début. Alors, les organismes sont fatigués et aujourd'hui, jusqu'à Nîmes, avec le vent et 225 km, ça va peut-être encore faire des dégâts. 49 abandons depuis le départ de Paris. Des dégâts, c'est la spécialité des rouleurs sur le plat. Un homme prend 12 secondes sur le peloton au kilomètre 59. On le rejoint très vite. C'est un grand, un costaud, capable de rouler vite et longtemps. Voici monsieur Alain Bondu. Qui file et derrière, Hinault contraint à l'arrêt. Les crevaisons, ça ne se commande pas. 9 secondes au total pour changer une roue, aussi vite qu'en Formule 1. Une petite poussette du mécano et les jambes d'Hinault peuvent faire le reste. Tiens, où sont les coéquipiers du maillot jaune ? Sans doute à la chasse au Bondu, mais avec un ennemi beaucoup plus redoutable, le vent. Alors, question, que faire contre le dieu Éole ? Tout d'abord, on fait des bordures. C'est quoi une bordure ? Une bordure, c'est... En définitive, c'est faux parce qu'une bordure, c'est... On roule tous en file indienne, mais normalement, le vrai terme, c'est l'éventail. L'éventail, c'est cela. Le peloton occupe toute la route en dégradé. On est quand même mieux, on est protégé du vent. Et c'est l'ennemi numéro 1 quand il y a vraiment quand il y a du vent, c'est l'ennemi numéro 1. C'est dur, surtout pour les Colombiens qui cherchent beaucoup à s'abriter au maximum. En tout cas, le peloton est intelligent, il s'adapte. Mais le vent, il faut aussi l'affronter seul comme Pascal Simon qui attaque au kilomètre 169. Pascal Simon qui emmène dans sa roue les Caritou, Aguedoren, Vallée, Van Der Poel, Os, Contini, Lavenne, encore là comme hier, et Danens notamment. Voilà pour l'histoire en images. Le vécu, c'est Pascal Simon qui le raconte. Alors que la chasse derrière est menée par les Laviclair, bien sûr, avec Hinault qui pousse tout le monde. L'histoire, Pascal Simon. Je suis sorti seul, et puis 5-6 km après, il y a un groupe de 10 coureurs qui me sont retombés dessus, et après, ça roulait, mais sans plus. Enfin, il y avait beaucoup de vent, et la malchance ne m'a pas épargné une fois de plus. Oui, malchance à 30 km de l'arrivée, Pascal Simon crève. Tous ses efforts sont donc anéantis. D'autant que la gueule du peloton a des crocs très durs. Il y a Lemon, Rutiman, Jean-François Bernard, Vigneron et Winterberg. Devant, l'avance diminue, plus que 49 secondes au kilomètre 213. Alors, deux hommes décident de réagir 2 km plus loin, Host et Van Hollen, bientôt rejoints par l'Italien Silvano Contini.
Ces 3 hommes tiennent et à 5 km de l'arrivée, Host, Van Hollen et Contini possèdent 39 secondes d'avance. Secondes que le peloton emmené par les Carrera et les Panasonic tente bien de combler. En tout cas, les 3 hommes ont juste assez et Frank Host peut imposer ses qualités de sprinter à Nîmes. Host l'emporte devant Contini et Van Hollen. Les 3 hommes ont vu juste, très juste, car le peloton est à 8 secondes seulement. Pour y voir plus clair les classements, victoire du Belge Frank Host, c'est la 2e victoire d'étape pour l'équipe de Pierre Bazzo. Au classement général, pas de changement, Hinault toujours en jaune, Lemon toujours à 34 secondes. Les autres favoris, Herrera compte 9,57 de retard sur Hinault, Criquelion à 13 minutes, Motet à 20 minutes. À Nîmes ce matin, les jambes sont lourdes, mais lourdes avant les Alpes, si lourdes qu'on se prend même à rêver d'autre chose que de la montagne. Vivement la fin pour que je prenne la planche à voile et puis j'aille faire un tour. On est bien chez soi, quand on passe des moments difficiles, on aimerait bien être un petit peu en famille. À la maison parce que ça nous manque un peu et puis on rêve surtout des Champs-Élysées, Paris. J'aimerais passer une semaine de vacances à la plage et oublier la bicyclette un peu. De gagner le Tour de France. Bon, Lemon veut gagner le Tour de France, on le sait, mais enfin ce matin, au départ de Nîmes, on somnole un peu, les Alpes c'est pour demain et on n'a pas trop envie de bosser. D'autant que l'ennemi d'hier est le même. Aujourd'hui, encore le vent. Mais aujourd'hui, le peloton a décidé de changer de tactique. On roule doucement. Pour preuve, nous sommes à peine à 25 km/h. Bref, vous l'avez compris, on va rouler, même flâner, pendant 135 km. Il faut dire que l'étape est longue, il y a 246 km à parcourir. Et puis la première attaque, Mujica, aussitôt accompagné par Rutiman et Guido Winterberg. Décidément, les Laviclair surveillent tout. Mais il y a une autre réaction juste derrière, c'est celle de Joël Pellier, flanqué d'un Hinault insatiable. Hinault qui emmène Pellier bien sûr, Zimmermann, Da Silva et Criquelion. Finalement, ces gens-là se regroupent, il y a 8 hommes en tête qui prennent jusqu'à 52 secondes d'avance. Et pendant qu'Hinault accélère l'allure, eh bien derrière les Colombiens souffrent et en particulier Herrera qui cède beaucoup de terrain et qui perd même 1 minute 20. Mais Herrera fait le rappel des quelques coéquipiers qui lui restent. Et il pense recoller au peloton. Ça, c'est derrière, mais devant, la lutte est acharnée entre le groupe des échappés. Bernard Hinault est là, et quand Bernard Hinault roule derrière, il faut revenir très très fort, appuyer sur les pédales. Bernard Hinault n'est pas un homme facile à rattraper. Et finalement, bien, alors que Hinault maintient la pression en quelque sorte devant, eh bien, Van der Arden, lui, a aussi beaucoup travaillé derrière la tête du peloton. Van der Arden qui, en même temps, aspire les Colombiens et tout le monde réussit à se regrouper. La jonction va se faire au kilomètre 163. Impressionnant ce Van der Arden. La voici la jonction kilomètre 163. Tout est donc à refaire. Mais du côté des RMO, où on a une petite idée de victoire d'étape, eh bien, un homme se sent inspiré avec Bernard ici et Gorospé qui partent les premiers. Il y a donc Bernard Vallée et Ducrot qui redémarrent. Les coureurs ont lutté pendant 3 ou 4 heures contre le vent et j'étais persuadé que dans le final, à 50-60 km, ça serait vraiment les plus courageux, ceux qui ont vraiment envie de faire quelque chose, qui ont envie de gagner, qui arriveraient à partir. 4 hommes derrière lesquels le peloton lâche une meute de chasseurs. Il y a Winen, Leleu, Gagne, Pinsec, Bérard, Bagot, Forest, Likens et Dominique Gard. Alors que le peloton, lui, n'en est qu'au début de l'ascension du col d'Espreau. Une ascension qui va même être fatale à l'un des 4 échappés, Martin Ducrot, relégué, relâché par Bernard Gorospé et Vallée. Gorospé passera bien en tête au sommet, mais il va crever. Alors Jean-François Bernard et Vallée vont filer seuls avec 23 secondes d'avance. Et je pensais qu'on avait grande chance d'aller au bout tous les deux. Et quand je pensais à ce moment-là que ça allait être encore peut-être être un grand jour pour moi, j'ai crevé de la roue avant. Et malheureusement, bon, il faut savoir que dans le Tour de France, il y a quand même des règlements. Les routes étaient très petites. Les voitures des directeurs sportifs n'ont pas pu tous passer
avant pour venir derrière notre échappée. On a vu le geste d'énervement. Oui, j'étais très déçu parce que bon, c'est peut-être une fatalité, mais la voiture de Jean-François Bernard, c'est-à-dire la voiture de la Viclair, était derrière et la mienne n'y était pas. Et oui, Gorospe Vallée ont crevé, alors Jean-François Bernard n'a plus de soutien, plus de relais pour aller gagner à Gap. La fatigue est là, mais le moral est encore plus fort. J'avais l'impression qu'on roulait bien, moi j'avais mal aux jambes, tout le monde avait mal aux jambes. On était 5 à rouler derrière. Et à un moment on a cru revenir, on avait un peu vent défavorable. Et puis non, on l'a jamais revu et vraiment il a fini, il nous a toujours repris du terrain même sur la fin. Et vraiment chapeau parce que ce qu'il a fait c'est vraiment bien. Quel hommage en tout cas, Jean-François Bernard, rouleur puissant, ne relâche pas un seul instant son effort. Bernard a 42 secondes d'avance sur ses poursuivants, le peloton lui est à 4 minutes 50. Jean-François Bernard, qui gagne sa première victoire d'étape dans le Tour, c'est aussi son premier Tour. Superbe. Comme Bernard ça avait réussi l'autre jour, je crois que moi ça a réussi aussi. Je crois que je suis vachement content. Ça va changer quelque chose dans votre carrière, ça? Peut-être. Tout le monde disait que je pouvais gagner que des contre-la-montre. Je crois que j'ai prouvé aujourd'hui que je pouvais gagner autre chose que des contre-la-montre quand même. Je crois qu'une étape dans le Tour, pour moi, c'est quelque chose de magnifique. Exploit donc de Jean-François Bernard qui remporte à 24 ans l'étape de Gap. Likens est deuxième, Garde troisième, le quatrième. Au classement général, Hinault reste en jaune, Greg LeMond est toujours à 34 secondes. Les autres favoris sont tous à plus de 10 minutes de Bernard Hinault.